Être ingénieur généraliste, c'est pouvoir parcourir des contrées insoupçonnées. C'est s'ouvrir les portes de domaines d'activités divers et variés. Il n'y a qu'un pas entre un campus de l'ICAM et le haut lieu de la tech mondiale, la Silicon Valley. Avec le titre d'ingénieur, on peut donc déployer un terminal de port de commerce au Timor oriental ou gérer une ferme dans le nord de la France. On peut être ingénieur d'affaires au Québec ou championne de rugby à mi-temps, mais aussi travailler en tant qu'entrepreneur dans les low-tech ou même être dirigeante dans la high-tech. Au départ, j'ai grandi à Marseille. Mon père était professeur de maths de collège et ma mère était journaliste. Moi, je suis quelqu'un qui, quel que soit le métier, ça va me plaire. C'est difficile pour moi de dire « oh, j'aime pas ». Parce que je pense que, quoi que vous fassiez, vous pouvez trouver quelque chose qui est intéressant, excitant, vous pouvez faire quelque chose de bien, etc. Françoise Bruguère a fait ses classes à l'ICAM avant d'être propulsée comme l'une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley. Son parcours l'a emmenée de Marseille au Japon en passant par Lille, Harvard, puis jusqu'à San Francisco où elle a marqué de son empreinte les entreprises Google et Square. Elle a enfin travaillé chez Pinterest, où son parcours s'est vu teinté de militantisme. En cause, elle y a dénoncé un sexisme systémique et son grand combat, aujourd'hui, réside dans la place des femmes dans le monde du travail. Quand j'étais plus jeune, quand je devais être au collège, j'avais dans la tête que je serais médecin. Et puis en fait, quand t'es passé la troisième, seconde, première, ça m'est parti de l'idée. Et comme j'aimais bien mathématiques et physique, je suis allée dans des classes préparatoires pour faire un métier d'ingénieur. J'ai passé mon bac en 1983. Et en fait, moi, j'aime beaucoup Marseille. J'ai une famille, ça fait des générations et des générations qu'on est à Marseille. Donc en fait, l'idée, quand j'ai décidé que j'allais faire des études d'ingénieur ou des études scientifiques, je voulais intégrer les arts et métiers d'Aix en Provence. Parce que c'était, en fait, la seule école d'ingénieurs qui était vraiment régionale. Donc je suis allée dans des classes préparatoires techniques pour essayer d'intégrer les arts et métiers d'Aix. Bon, c'est quand même assez difficile. Il n'y a pas quand même beaucoup de femmes non plus. Et en fait, quand j'ai passé des concours, j'ai échoué à l'oral des arts d'Aix. Et donc après, du moment que j'ai échoué à l'oral, j'avais quand même des backups. Et un des backups, c'était de rentrer à l'ICAM, parce que je pensais que c'était le même genre d'études. Donc une fois que je savais que je n'allais plus aller à Marseille, je suis allée à l'ICAM à Lille. Le Nord est quand même très très différent de Marseille. C'est l'opposé. En plus, quand je suis rentrée, j'ai eu un truc un peu bizarre. J'ai attrapé la varicelle juste en tant qu'adulte, en fait, à 20 ans, juste avant. Donc en fait, je suis rentrée 3 semaines après tout le monde. Et comme à l'ICAM, il y a des classes préparatoires intégrées, tout le monde connaît tout le monde. En plus, moi, j'arrive 3 semaines après tout le monde. Donc c'était pas super facile. Mais en fait, je me suis quand même fait des amis. Mais ça a pris du temps. Ce qui était bien à l'ICAM, c'est que quand on fait 2 ans de prépa, c'est extrêmement théorique. Donc, quand on arrive à l'ICAM et qu'on commence à faire des labs, des choses comme ça, c'est quand même super sympa. Donc, l'ICAM, ce qui est bien, c'est que c'est du contrôle continu, c'est des labs, les profs sont accessibles. Si on a des problèmes, on peut demander, on peut poser des questions, etc. Donc, c'est quand même un environnement beaucoup plus protégé d'une certaine façon que l'environnement des classes prépa. Alors, la première année, moi, j'ai dû faire un stage qu'on appelait un stage ouvrier, que, en fait, les gens qui étaient passés par la prépa intégrée de l'ICAM avaient déjà fait. Donc, moi, j'étais un petit peu en retard. J'ai fait ce stage ouvrier dans le métro de Marseille. Donc, je faisais la maintenance avec les gens qui faisaient la maintenance. Donc, on se levait très tôt le matin parce que je commençais à 5 heures. Mais à 2 heures, j'avais fini. Et donc, j'étais à réparer les rames de métro quand il y avait un problème. On se promenait dans le métro, on réparait, ça peut être des trucs, ça peut être un moteur, mais ça peut aussi être changer un siège. C'est actif quand on n'est pas assis quelque part, on n'est pas devant une machine toute la journée. C'était quand même un stage ouvrier assez sympa. Quand j'étais en 2e année, j'avais fait une mission export. Donc, dans les années 80-90, il y avait ce programme à l'ICAM où on était en binôme avec quelqu'un de l'EDEC. Et en fait, on commençait les démarches dès septembre dans l'année.
et on recherchait des petites entreprises qui voulaient aller exporter au Japon. Il faut savoir que dans les années fin des années 80, années 90, le Japon c'est l'endroit où tout se passe en technologie. C'est là où il y a Sony, c'est là où il y a Toyota. Donc en fait, on passe 4-5 mois à démarcher les entreprises. Et ensuite, au moment des vacances de Pâques, on part au Japon avec 2 profs. Moi, mon produit, c'était des machines à faire des bijoux creux en or. C'est comme un moule, en fait, avec des pièces dedans. Vous faites glisser l'or à chaud et vous pouvez créer des bracelets, des machins comme ça. Bon, bref, c'était un produit très spécifique et ma mission export avait bien marché quand je l'avais fait avec l'école. Donc, en fait, l'été d'après, j'étais repartie au Japon, continuer à travailler avec le distributeur que j'avais trouvé pour cette société au Japon. Donc, j'avais pas forcément fait un stage, mais j'avais commencé à travailler pour cette boîte qui me rémunérait pour faire ça. Dans la 3e année, il y avait, alors je sais pas comment est le curriculum maintenant, mais à l'époque, il y avait la moitié de l'année était un stage et l'autre moitié était en lab. Mon stage de 3e année, comme moi, ma première langue, c'était l'allemand. Je l'ai faite à Berlin et j'ai travaillé pour une société qui était un conglomérat de Volkswagen, Porsche, Mercedes et Audi. Et en fait, ils regardaient les procédés de soudure. Mais c'était vraiment un centre de recherche, quoi. Il y avait pas de voiture, il y avait pas d'usine, il y avait rien. C'était dans un immeuble, mais on recevait énormément de données. Ils faisaient des tests de fatigue à l'usine, ils nous redonnaient les tests et nous, on analysait les tests pour comprendre quelles étaient les meilleures dynamiques de voltage, de température, de composition des aciers, et on faisait des tests de résistance. Donc en fait moi ce qui était super, c'est quand je suis arrivée là, je me suis rendu compte que c'était que de l'informatique. J'en avais fait un petit peu à l'ICAM mais pas vraiment. Et donc en fait, je me suis rendu compte, OK, au début je faisais un truc avec des spreadsheets, des machins, et puis je me suis dit OK, ils sont tous en Turbo Pascal, donc je vais m'acheter un livre de Turbo Pascal et self-taught Turbo Pascal pendant que je faisais mon stage pour pouvoir programmer et en fait avoir vraiment des résultats. Ce qui était sympa à l'ICAM, c'est que le prof qui animait la mission export Japon me dit écoute, moi cette année je peux pas, je sais pas, il avait des trucs, ou je sais pas s'il avait des trucs ou s'il voulait me donner le truc, ça c'est le genre de choses qu'on sait jamais. Il me dit pourquoi est-ce que c'est toi qui amènes pas les étudiants cette année? Donc en fait, c'est moi qui suis allée amener les étudiants quand je suis en dernière année, les étudiants qui étaient juste derrière nous. Donc j'étais renouveau au Japon. Et à ce moment-là, j'ai commencé à démarcher des entreprises qui éventuellement pourraient être intéressées à m'embaucher à la sortie de l'ICAM. Et c'est comme ça que j'ai rentré l'équipe de L'Oréal. Ils avaient une usine au Japon. Et donc, ils m'ont dit, oui, pas de problème, on vous prend. Chez L'Oréal, au départ, j'ai installé Computer Integrated Manufacturing System. C'est un système d'information de production, en fait, qui déployait dans toutes les usines de L'Oréal. Donc, ils voulaient déployer dans leur usine au Japon. Donc, en fait, quand on installe des systèmes d'information comme ça, le travail, c'est non seulement le coder, le package et l'installer, mais c'est surtout revoir les process, revoir les approvisionnements, revoir les tailles de batch, revoir tout ça. Donc en fait, on a mis tous les process de l'usine à plat pour qu'on puisse vraiment utiliser cet outil informatique de façon utile. Donc ça a quand même pris plus de 18 mois juste d'installer ça. Et puis en fait après, du coup, quand on fait des projets comme ça, c'est quand même très proche du contrôle de gestion. Donc après, j'ai fait les budgets pour l'usine, j'ai fait les choses comme ça. Dès qu'on recevait une nouvelle machine, je faisais l'installation des nouvelles machines. Donc voilà, je faisais beaucoup de choses dans cette usine, dans ce centre de production qui existe toujours d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui, quel que soit le métier, ça va me plaire. C'est difficile pour moi de dire « oh, j'aime pas ». Parce que je pense que il y a une expression aux États-Unis qui dit les gens qui trouvent un diamant dans du brut. C'est diamond in the rough.
quoi que vous fassiez, vous pouvez trouver quelque chose qui est intéressant, excitant, vous pouvez faire quelque chose de bien, etc. Donc en fait, moi j'ai adoré mon expérience au Japon, les gens étaient super. Encore une fois, moi, il y a quand même, j'ai toujours aimé être très libre, très indépendant, je faisais ce que je voulais. Mon boss, il était à Tokyo, c'était à 100 km. De toute façon, j'étais la seule non japonaise dans l'usine, je faisais un peu ce que je voulais. Donc ça, c'était quand même super chouette. Mes premières années, je travaillais beaucoup. Mes dernières années aussi. Mais j'aimais ce que je faisais. Toujours la perception qu'on a un impact. Et ça, c'est quand même très important. Par exemple, je me rappelle qu'on on a eu une réduction de stock de 25% en 18 mois. Donc ça, c'est des millions de dollars pour une société. Donc quand on travaille sur des choses comme ça, on peut avoir des impacts très très vite. Donc je suis restée 3 ans au Japon. Donc en fait, au bout de 2 ans, L'Oréal commence à me dire il faut rentrer en France. Comme j'étais très jeune, mais vous savez, vous pourriez peut-être être même une des premières femmes et une des plus jeunes en plus, être chef d'une usine, etc. Mais en fait, moi, au Japon, j'ai adoré ma vie à Tokyo. Tokyo, c'était incroyable à l'époque. Je crois qu'il y a aucun équivalent, même New York n'est pas comme ça. C'était une période économique extrêmement prospère. Bon, je travaillais beaucoup, mais à côté de ça, j'avais une vie extraordinaire. Et j'étais payée parce que c'était ma première fois de ma vie que je passe du statut d'étudiant au statut salarié. Donc, d'un seul coup, vous avez des moyens. En plus, comme vous êtes expat, ils payent votre appartement, ils payent votre voiture. Donc, en fait, j'en ai énormément bien profité. Et donc, moi, je me sentais pas d'entrer en Europe. Et puis, en fait, je connaissais pas mal d'Américains parce que à Tokyo, encore une fois, comme c'était un endroit où il y avait énormément de richesse, etc. Il y avait pas mal d'Américains qui étaient par là. Et donc, c'est eux qui m'ont dit, j'avais un copain qui me dit, tu devrais tu devrais faire un MBA. En fait, je savais même pas ce que c'était un MBA à l'époque. Donc, j'ai acheté Business Week et puis j'ai compris ce qu'était un MBA. Il y a beaucoup de MBA aux États-Unis. Toutes les universités ont des MBA, mais il faut aller quand même dans une bonne université si on veut que ça soit quelque chose de bien. Donc en fait, j'arrive donc à la fin de l'été 1992 à Harvard, donc pour commencer un MBA pour 2 ans. Harvard, c'est une école, c'est une école qui est quand même iconique aux États-Unis. C'est un apprentissage très très différent, mais c'est aussi un apprentissage culturel très différent. Moi, j'ai adoré. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas aimé leurs années à Harvard. C'est quand même une très bonne école. Ce qui est bien à Harvard, c'est ce qui s'appelle le peer group. Les gens qui sont avec vous sont des gens superbes, qui viennent de n'importe quel horizon. Donc, d'abord, c'est international. Donc, il y a quand même 25% de gens qui viennent du monde entier. Et il y a aussi des gens qui viennent de toutes les industries. Il y a des gens qui sont dans le non-profit. Il y a des gens qui sont banquiers financiers, il y a des gens qui sont consultants, des gens qui viennent du manufacturing. C'est très, 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 très varié. J'ai gradué en juin 94. Et donc, mes parents qui étaient jamais venus aux États-Unis sont venus pour la remise des diplômes à Harvard. Les Américains, il y a toujours un côté divertissement assez fort. Donc, la cérémonie des diplômes, c'est un big deal aux États-Unis. Et donc, la personne qui nous remet les diplômes cette année-là, c'était Al Gore, qui était vice-président des États-Unis. Et parce qu'en fait, c'était un alum de l'école. Donc, en fait, ils essayent toujours d'avoir des anciens élèves, en fait, de l'école, venir présenter les diplômes. Mais généralement, ceux qui ont le mieux réussi. Donc, c'est pour ça que Al Gore était venu. Et donc, mes parents, quand ils ont vu que c'était Al Gore qui me donnait mon diplôme, ils se sont dit, waouh, ça doit quand même être une bonne école si Al Gore, il vient leur donner leur diplôme. Donc, c'était assez sympa. C'était chouette, moi, mes parents. J'ai regardé un peu en fait des métiers qui sont très traditionnels après le MBA, surtout quand j'avais quand même fait des économies en travaillant au Japon parce que j'étais bien payée, mais enfin il y a une partie je me suis quand même endettée pour faire ces études. Les études sont très chères, et vous êtes toujours recruté par les banquiers d'affaires ou les management consultants, parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent une partie de vos études.
Donc en fait, à l'époque, j'avais regardé les banques d'affaires, mais les banques d'affaires, pour moi, c'était Londres. J'avais aucune envie d'habiter à Londres. Et en fait, à l'époque, moi, je me suis peut-être dit que je resterais peut-être bien aux États-Unis. Donc en fait, il y a une société qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Booz Allen, qui était une société de conseil, qui eux m'ont dit, écoutez, si vous voulez, vous commencez en France, mais si vous voulez repartir aux États-Unis, vous pourrez partir quand vous voulez. Et nous, si vous travaillez bien en France, on vous aidera. Et en fait, en France, j'y ai passé les premiers 12 mois quand j'ai eu ma première performance review. J'ai rencontré mon mari à Harvard, donc à l'époque, il était venu passer quelque temps en France. Mais lui, il était ingénieur chez Microsoft, il avait aucune envie de... En France, il y avait rien dans les années 90 dans l'informatique. Et en fait, on commençait à comprendre que les choses se passaient à San Francisco, dans la vallée. C'était le début de l'Internet. Donc, on s'était dit, on va essayer de revenir là. Et en fait, cette société de conseil m'a transférée dans leur bureau de San Francisco après 1 an. Donc, je suis allée dans le conseil stratégique, en fait. Donc, c'est différent du métier d'ingénieur. J'ai travaillé pour des agences de voyage qui, à l'époque, commençaient à se faire disrupter par l'Internet, pour des cartes de crédit. Je travaillais pour des banques, des lignes aériennes. Donc, c'est tous les problèmes stratégiques qu'il y avait dans les années 90 qui se passaient. Soit on commençait à être disrupté par les technologies, soit il y avait une consolidation. C'est des trucs comme ça, en fait, que je faisais. Mais les projets, c'était 3 à 6 mois. Et puis après, vous faisiez un autre projet. Donc, il y avait quand même un apprentissage. Vous voyez des tas de boîtes. C'est comme la même chose qu'on a un MBA. On étudie des tas de sociétés. Donc là, on le voit en pratique. Donc, c'est une bonne sortie d'un MBA. Donc après le conseil en 2000, donc je suis rentrée chez le courtier en action sur Internet qui s'appelait Charles Schwab. Juste pour faire que de la stratégie, sachant que Charles Schwab, ça n'est pas connu en France, mais c'est toujours d'ailleurs le premier Internet retail brokerage. Donc je sais pas ce que c'est le brokerage en France. Tout le monde a des actions. Et donc, c'est pour vendre et acheter les actions. Et en fait, jusque dans les années 90, ça se passait au téléphone, avec vos courtiers, ça. Et donc, nous, on a tout ça mis ça sur Internet. Donc, c'était une révolution totale. Et c'est pour ça que ça a démocratisé la capacité d'investir de l'investisseur individuel. Donc, aux États-Unis, c'est des très grosses boîtes. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, là, je faisais stratégie. Donc, on avait créé une banque de novo. C'est quand même intéressant. Une banque complètement en ligne. Et puis en fait, là donc j'avais pas mal d'analystes et un jour un analyste me dit hey, regarde, utilise Google, tu tapes un truc parce que à l'époque en stratégie on faisait beaucoup de ce qu'on appelle de benchmark, on regardait d'autres sociétés, etc. Donc maintenant dans Google tu trouves toutes les informations que tu veux. Donc là ça m'avait fasciné. J'avais vu ça en 2001, j'avais écrit au fondateur, mais c'est tout petit à l'époque. Et il m'avait dit non, écoute, pour l'instant il n'y a pas. Mais en fait, j'y suis rentrée après, ils m'ont fait une offre en 2004, je suis rentrée en 2005. Donc en fait, je suis rentrée au départ dans une toute petite équipe, il y avait que 5 personnes à l'époque. On est 2000 employés, on n'est pas beaucoup. Qui est très différent de ce que c'est aujourd'hui, on n'est pas à l'international, on est juste avec un modèle de recherche et avec une publicité en ligne, mais qui est juste du texte, hein. En fait, c'était pas encore les images, etc. Donc, en fait, je suis rentrée au départ. Donc, et dès le départ, chez Google, c'est ça qui était fabuleux chez Google, c'est que dès le départ, ils avaient des ambitions tellement grandes que dès le départ, on a fait quand même de très grosses acquisitions. On s'est diversifié, on a fait différentes formes de publicité. En display, on allait acheter YouTube. On allait acheter DoubleClick. Donc, toutes mes équipes faisaient ce travail-là de recherche d'entreprise, de voir qui on achetait, comment intégrer. J'ai fait aussi pas mal de projets d'organisation parce que une compagnie pour essayer de l'agrandir, passer de 2000, enfin maintenant ils en sont 150 000. Mais moi quand je suis partie, on était 40 000. Il faut mettre en place tous les procédés qui peuvent aller des procédés HR pour les procédés de comprendre la profitabilité client. C'est très varié en fait aussi. Les gens étaient très, ce qu'on appelle mission driven. Donc les gens comprenaient vraiment que les technologies allaient changer le monde et étaient vraiment motivés à changer tous les paradigmes de société. Donc c'était un esprit extrêmement entrepreneur, extrêmement ambitieux et en même temps très relax.
parce que c'est pas comme dans le conseil ou dans la banque d'affaires où il fallait en costume, machin. Là, les gens ils étaient en short, en espadrille, et puis bon, c'est très 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 différent. En fait, j'ai eu 2 rôles à Google. Donc, les 4 premières années, donc ce groupe a grandi. Donc, en fait, j'étais embauchée au départ comme chef de projet. Et en fait, 6 semaines après, j'étais directeur de l'unité de stratégie. Et en fait, on a grandi avec la société. Mon équipe, elle a grandi. Elle a jamais été très, très grosse. On a peut-être grandi jusqu'à 40 personnes. Ce qui est pas très, très gros pour un groupe comme Google. Donc, en fait, mais on faisait des tas de projets. Mais moi, j'ai même fait un projet en Afrique pendant un moment pour aller acheter des câbles pour relier l'Afrique à l'Internet. On a mis des satellites. On a fait des tas de projets. Regarder comment on allait délivrer une proposition de repas aux employés. Ça peut aller de satellite jusque qu'est-ce qu'on propose comme menu, avec qui on va dealer pour préparer. Donc il y a quand même toutes des structures qui sont très américaines. Je pense qu'en France on dirige pas du tout de la même façon, mais qui permettent en fait ce que les gens comprennent pas parce qu'ils pensent toujours que Google était extrêmement libéral, parce que par exemple, tout le monde pouvait faire un projet qui utilisait 20% de leur temps. Donc 20% de leur temps, ça pouvait être un projet, il fallait quand même que ce soit relié à Google, mais ça pouvait être un projet personnel. Les gens voulaient vraiment, je pense qu'on a été une génération où on s'est rendu compte que ce que la technologie pouvait apporter, les changements, et on voit maintenant les changements que ça a apporté, donc on était très portés par cette ambition en fait. Donc en fait, chez Google, de 2005 à 2009, j'ai fait donc tout ce qui était corporate strategy. Et en fait, en 2009, j'ai repris tout ce qui était vraiment le cœur de Google, la machine publicitaire de Google, pour ce qu'on appelait les petites et moyennes entreprises, qui sont des clients donc qui achètent de la publicité sur Google, mais qui achètent de la publicité de façon en ligne en fait, où il n'y a pas de vendeurs tellement. Enfin, il y a des équipes qui font inside sell, mais c'est pas une vente média classique. Donc à l'époque, c'était 33% des revenus de Google. Donc c'est quand même assez gros. Quand je l'ai pris, ça faisait 8 milliards de dollars. Mais ça ne grandissait pas très vite parce qu'en fait, c'était une organisation qui avait été un peu négligée pendant quelques années. Donc en fait, on a tout repris, on a tout mis à plat, on a reconstruit. Bon, il y a beaucoup de technologie quand on sert des millions de petits annonceurs dans le monde entier. Donc c'est remettre en place les systèmes d'interface, le produit, remettre à plat le support qu'on apporte, tout ce qui est engagement. Donc il y a toutes les techniques, enfin maintenant ça s'appelle growth hack, mais toutes les techniques de croissance en fait qui sont utilisées sur l'internet ont été les premiers en fait à Google à utiliser machine learning pour vraiment optimiser les dépenses publicitaires des petites et moyennes entreprises. Donc je suis passée d'un groupe au départ de 50 personnes à un groupe de 1800. Et seulement Google fait ça en fait, parce que dans d'autres compagnies, et je pense que maintenant ils le font plus. Dans d'autres compagnies, on vous aurait dit oh non mais maintenant c'est 100 personnes. Enfin il y a une graduation. Et en plus je suis passée de quelque chose de extrêmement stratégique à quelque chose de extrêmement opérationnel. J'ai grandi plus vite que Google à un moment donné, donc on a remonté les taux de croissance. Et donc quand je suis partie, j'avais quand même 40% des revenus de Google, donc c'était 16 milliards de dollars. J'avais plus de 6000 personnes. Et donc j'en suis partie. Donc c'était en 2000. J'ai commencé à regarder en 2016. Donc j'ai passé un an à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste à Google. Mais il y avait plus trop où aller après. Où je reste à Google, et ça fait quand même 8 ans et demi que j'y suis. Et j'aime bien penser à ma carrière en tranches de 4-5 ans. Je pense que c'est une bonne phase. Parce qu'on a le temps de construire, on a le temps de voir l'impact. Je trouve que c'est mieux, enfin c'est plus motivant de faire ça. Donc comme j'arrivais à mes 4 ans et demi à manager ça, donc en fait je me suis dit tiens si je recommençais à zéro, recommençais dans une start-up. Et donc c'est là où j'ai quitté mon poste à Google et j'ai rejoint Square. Bon, c'est pas trop connu en France Square, mais aux États-Unis c'est quand même une très grosse société maintenant dans tout ce qui est paiement en ligne.
Donc chez Square, on a tout rebâti, enfin tout bâti, il y avait rien quand je suis arrivée. Donc on a bâti tout ce qui était vente, marketing, customer support, data science, business development. Donc construire toutes les fonctions et puis construire des stratégies de ce qu'on appelle des PI pour pouvoir connecter à nos systèmes, des stratégies clients, savoir quels sont les clients qu'on allait servir. Et puis, on a quand même mis la compagnie sur le marché. C'est un événement assez important quand vous mettez une compagnie sur le marché parce que c'est une création de richesse pour les employés, pour les shareholders, et puis c'est une validation du marché que vous êtes arrivé à créer une boîte. Donc, ça, c'est quand même super. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je pars d'une société, les gens n'ont pas à me remplacer. C'est toujours mon but. C'est que j'ai fait grandir des équipes en dessous de moi qui vont être meilleures que moi. Et ça, c'est le goal. Et dans quand c'était à Google, ils m'ont pas remplacé. Ils ont fait bouger des gens, etc. La même chose à Square. Et ça, c'est important pour moi. Donc, je suis partie de chez Square. Quand c'est que je suis partie chez Square? En 2017. Donc, je voulais prendre ma retraite. Et en fait, après, il y avait un investisseur qui était un investisseur aux États-Unis, dans la vallée, beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup de ressources, de talents passent par les investisseurs qui connaissent toutes les boîtes, etc. Donc, c'est un investisseur qui était chez Google au début, donc me connaissait, qui était chez Square. Donc, ils m'ont dit, écoute, on a investi chez Pinterest, ça fait 10 ans que la société a commencé. On sait pas ce qui se passe, ça marche pas très bien, est-ce que tu peux aller voir? Et au départ, j'ai dit non, je vais en France de toute façon, donc, et puis en fait, quand je suis revenue à l'automne, et puis en décembre, j'ai dit bon, ok, je vais peut-être recommencer un truc à Pinterest. Donc, et j'ai commencé à Pinterest, en mars 2018. Il y avait à l'époque plus de 200 millions d'utilisateurs, c'est quand même pas mal comme échelle. Mais par exemple, il n'y avait que très peu, il y avait que 10 000 annonceurs publicitaires, ce qui est très peu. Quand je viens de Google, il y en a des millions. C'était ce qu'on appelle aux États-Unis under monetized asset. En français, ça doit être un capital non monétisé. Donc, je deviens Chief Operating Officer, donc j'ai le même style de job que à Square, donc j'ai toutes les parties business. Encore une fois, c'est encore pareil, comprendre qui sont les clients, qu'est-ce qu'ils achètent, quels produits il faut faire, les tactiques de croissance qu'on utilise, d'engagement, etc. C'est aussi parce que j'ai toujours fait ça, tout ce qui est stratégie et corp dev, tout ce qui est fusion et acquisition pour la boîte, des choses comme ça. Communication aussi, marketing, all the same thing. Les gens, quand ils ont commencé à comprendre que je parlais à Pinterest, sont venus me voir en me disant tu sais, il y a une très mauvaise culture à Pinterest. Ils sont extrêmement ce qu'aux États-Unis on appelle passif-agressif, c'est-à-dire qu'ils vous disent pas, ils font les trucs par derrière, machin. Et ce qui n'existe pas trop aux États-Unis, c'est quand même assez direct d'une certaine façon. Donc on me dit ça, mais moi, de façon extrêmement naïve, je me suis dit de toute façon, comme plus de la moitié des gens vont me reporter, je vais changer la culture. Et en fait, je suis arrivée à changer la culture dans mon équipe. Bon, j'ai remplacé beaucoup de personnes, etc. Mais quand vous avez le CEO, il crée des situations très peu transparentes, très peu claires. Vous dites une chose, il va dire le contraire, mais il va pas vous le dire. Une situation, une dynamique au niveau du groupe exécutif absolument déplorable. Des équipes comme ça, surtout quand vous êtes dans des business comme ça qui sont assez intenses, il faut quand même que l'équipe exécutive soit extrêmement soudée, qu'il y ait un esprit de confiance très grand. Et moi, que ce soit à Google ou à Square ou à Schwab, il y avait toujours ça. Il y avait toujours un esprit. Il y a des jours où ça va pas bien. C'est pas que tous les jours. Mais il y a un esprit de confiance que les gens, quand ça va pas bien, vont pas commencer à dénoncer leurs collègues. Donc là, c'est un esprit comme ça qui est très difficile à manager parce que vous n'êtes pas toujours au courant de ce qui se passe autour de vous. Et en plus, moi je venais des sociétés Google, je faisais ce que je voulais. Tous les jobs que j'ai eus, Square, c'est la même chose. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un boss qui était beaucoup moins compétent et qui voulait regarder par jour ce que je faisais. Alors je disais, mais attends,
Donc en fait, ça s'est très très mal passé. Il y a eu des problèmes qui ont été quand même plus sérieux. Aux États-Unis, surtout en Californie, on peut plus faire ça. C'est-à-dire qu'on peut pas payer quelqu'un moins bien que ses collègues, ce qui était le cas. La raison pour laquelle ils m'ont embauché aussi, c'est que j'avais déjà mis Square sur le marché. C'était pour mettre Pinterest sur le marché. Mais quand vous faites ça aux États-Unis, il y a pas mal de documents qui sont publiés et qui annoncent notamment le salaire des exécutifs, etc. Donc vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup moins bien payé, que les gens tournent autour de vous, que vous êtes discrédité tout le temps, vous êtes désinvité des meetings, etc. Jusqu'au moment où il y a un incident qui se passe, qui est assez violent. J'avais jamais, moi, expérimenté la violence au travail, et c'est très intéressant de l'expérimenter. Comme vous avez 50 ans, on me dit, wow, ça ne s'est jamais passé avant. Et donc, quand je suis allée voir les HR, 4 semaines après, ils m'ont viré. Donc, en fait, c'est un truc qu'on peut pas faire nulle part. En Californie, c'est surveillé, il y a des lois, etc. Donc, en fait, quand je suis partie, moi, j'avais pas du tout l'intention de les mettre en procès. Mais au départ, ils ont pas voulu négocier. Aux États-Unis, quand on vire, et c'est pas comme en France, vous avez le chômage, les prud'hommes, machin, rien n'existe. On peut être viré du jour au lendemain. Ça s'appelle at will. Ça veut dire comme vous voulez. Mais en fait, il y a quand même des codes. Vous ne virez jamais un exécutif en ne lui donnant pas au moins 6 à 1 an de package. Moi, ils m'ont viré de façon complètement absurde. Ils voulaient pas me laisser avoir droit à mes equity jusqu'à la fin de l'année. Donc, en fait, après, moi, quand ça s'est passé et que j'ai vu comment j'étais traitée, je me suis dit, en fait, moi, et donc ça, c'était quand ils m'ont viré, c'était quand? En 2020. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même un problème courant. Et en fait, on se retrouve avec ce qu'ils appellent aux États-Unis le boy club, donc le club des garçons, qui font que les femmes ont du mal à monter, surtout quand elles sont seules en exécutif. Donc, je dis, tiens, je vais décrire ce qui s'est passé. Et donc, mais en fait, aux États-Unis, quand on fait une procédure comme ça, il faut quand même prendre un avocat. Bon, il y a des lois. Et donc, j'ai fait ça, j'ai pris un avocat, je les ai finalement poursuivis en justice. Et j'ai quand même gagné 22 millions et demi 6 mois après, ce qui est quand même, c'est le règlement le plus important qui a été aux États-Unis dans des affaires de discrimination de genre, ça s'appelle en français. Les 22 millions et demi, j'en ai donné énormément au fisc, parce que j'ai énormément d'accès, mais j'ai aussi redonné tout. Donc, pas tout. J'ai payé mon hypothèque sur ma maison, et le reste, j'ai donné. Donc, en fait, au départ, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer d'expliquer de façon la plus descriptive et la plus juste ce qu'est la discrimination de genre et ce que les femmes expériencent quand elles montent dans leur carrière et ce qui peut arriver. Et que même quand vous êtes au top, on n'est pas à l'abri de comportements discriminatoires. C'est pas parce que vous êtes arrivé au top que ça va pas se passer. Parce qu'au départ, le truc très courant pour les femmes, l'excuse la plus courante, c'est on vous vire et on vous dit vous allez dire que vous allez vous occuper de votre famille. Alors moi, mes enfants, ils étaient au lycée, prêts à partir au collège, j'allais pas m'occuper de ma famille. Donc, j'allais pas raconter un truc qui était pas vrai. Donc, en fait, moi, c'était important. Je voulais d'abord dire aux gens de Pinterest pourquoi j'étais partie. Je voulais un peu expliquer ce qui se passait dans le secteur des technologies à Silicon Valley. Je pense que c'était plus ouvert, même il y a 20 ans, moi, je commençais que ça l'est maintenant. Et je voulais aussi qu'eux soient responsables de ce qu'ils aient fait. Et en fait, j'ai passé un même temps, j'ai écrit un mémo qui est très long, qui est en anglais, que j'ai en fait mis sur des plateformes comme Medium, et en fait qui a été lu par plus de 250 000 personnes. Donc après, les journalistes m'ont appelé. Enfin bon, j'ai énormément. Et même aujourd'hui, il y a toujours des gens qui m'appellent en me demandant des conseils, comment je gère cette situation. Donc à l'époque, je me suis dit, même si je travaille plus, ça m'est égal, parce que au départ, ma Pinterest, j'aurais jamais dû y aller. J'aurais sûrement dû rester chez moi. Et donc j'y suis allée, ça s'est pas bien passé. Donc maintenant, j'utilise un petit peu de ce que j'ai appris pour aider d'autres gens à ne pas être dans ce genre de situation. Aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités opérationnelles, mais je suis encore extrêmement impliquée dans les nouvelles technologies. Notamment, je fais pas mal de ce qu'on appelle quelques-uns, des investissements d'angel, c'est-à-dire au début, quand les sociétés commencent. Donc, j'aide un peu quelques compagnies et je suis aussi sur des conseils d'administration et j'aide aussi des fonds, soit des fonds de capital à risque, soit des fonds d'investissement genre private equity, je pense qu'il n'y a pas d'autre nom en français, ou des fonds même de public equity,
à regarder les compagnies. Mais en fait, je choisis les projets sur lesquels je travaille. Je suis sur plusieurs conseils d'administration. Donc, en Europe, je suis sur le conseil d'administration d'une société qui est sympa aussi, qui s'appelle Too Good To Go. Et je suis aussi au board de Sodexo. Aux États-Unis, je suis aussi dans d'autres boards. Donc, je fais pas mal de conseils d'administration parce que ça, c'est intéressant. Ça permet de rester quand même en contact avec le monde des affaires. Et puis, vous êtes utile parce que quand moi, j'ai une carrière où j'ai vu tellement de choses, je peux quand même aider d'autres sociétés. Je travaille aussi pas mal pour des fonds d'investissement. Donc, en fait, pour eux, c'est des gens qui me mettent en tant que conseiller. Donc, je passe quelques heures avec eux par mois et je regarde leurs investissements, j'aide leur compagnie, etc. À partir de Don de l'argent, j'ai Pinterest, j'ai aidé plusieurs organisations. C'est pas forcément des organisations féministes. Il y en a une qui est une organisation qui s'appelle le Last Mile Education Fund. Au départ, c'était uniquement des femmes qui étaient dans des universités, pas forcément les Ivy League, ce qu'on appelle les Ivy League, les très bonnes universités, mais qui étaient quand même de bonnes universités et qui pouvaient pas finir parce qu'elles n'avaient plus les fonds pour finir leurs études et qui sont à 1 an d'une remise de diplôme. Donc cette organisation, ça s'appelle le Last Mile, donc ça veut dire le dernier chemin. On leur donne de l'argent, on leur donne $10,000 pour qu'elles puissent finir leurs études. Et donc ce sont des gens qui sont dans des métiers scientifiques et qui sont des femmes et qui viennent de milieux défavorisés. Donc ça, c'est une organisation à laquelle je passe pas mal de temps, où j'étais un des membres fondateurs au départ. J'aide aussi d'organisations pour essayer d'intégrer la tech. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Noirs américains qui y sont. Donc il y a une organisation qui s'appelle Black Girl Code, donc qui apprend aux filles à juste coder. On fait ça pour justement qu'elles accèdent à des métiers qui sont plus valorisés, etc. Je supporte des organisations comme aussi une organisation qui s'appelle DevColor, qui est pareil, qui est un groupe d'ingénieurs noirs américains pour les essayer de les networker dans la vallée pour qu'ils trouvent des jobs et qu'on crée des réseaux. Il y a plein d'autres. Il y a une organisation qui s'appelle Lady Who Lunch. En anglais, c'est comme un punt sur le Lady Who Lunch. Des dames qui vont manger par rapport à les dames qui lancent des choses, qui est ciblée pour des femmes milieux défavorisés, souvent immigrants, pour lancer des petits business. Mais alors là, c'est plus des business genre la boulangerie. C'est pas trop des business de tech. Il y en a quelques-unes, mais c'est surtout les aider avec du capital. Donc il y a cette organisation que j'aide aussi. Il y en a pas mal. Il y a peut-être une vingtaine d'organisations. En France, j'aide la Fondation EPIC d'Alexandre Mars, qui est plus orientée vers les enfants et les femmes aussi dans tous les pays. Les gens, aux États-Unis, il y a les gens te disent toujours follow your passion. Je pense que c'est important, mais c'est aussi important de comprendre what are you good at. Parce que si tu veux avoir un impact, il faut que tu sois quand même différencié par rapport aux autres. Il faut qu'il y ait un endroit où tu sais, wow, I'm really good at this. I'm going to do this. Moi, je sais que, par exemple, je sais que ce que j'aime, c'est problem solving, strategy, big picture. Je sais que si on m'avait demandé à dessiner une chips design et passer 6 mois à faire ça, ça m'aurait pas plu, mais les ingénieurs, que ça va passionner. Donc, il faut comprendre là où on est pertinent. Moi, ce que j'ai bien aimé à l'ICAM, c'est qu'il s'adaptait. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même très différente du lot. Par exemple, on a fait cette mission export, ils m'ont demandé d'aller de l'organiser pour l'année d'après. Dans une école où il y a des cadres, où il y avait pas trop, moi ce que j'aimais bien à l'ICAM, c'est qu'en fait, il fallait aller en cours, mais on pouvait quand même suivre ses passions. Moi, je suis en Allemagne, j'ai fait des tas de trucs, il y avait des gens qui faisaient d'autres choses. Il y avait quand même une porte ouverte pour laisser explorer les gens ce qu'ils voulaient être. Et ça, je trouve que c'était très bien. Il laissait les gens être ce qu'ils voulaient être. Il n'y avait pas un esprit d'essayer qu'on soit tous les mêmes, qu'on soit tous pareils. Il n'y avait pas du tout cet esprit-là, ce qui fait que les gens ont développé eux-mêmes leur passion, leur intérêt, ce qu'ils sont. Il y avait de la place. On se sentait pas compartimenté du tout. Le fait qu'on soit pas beaucoup d'étudiants, on n'était pas beaucoup d'étudiants, on était 80 et quelques dans ma promo. Donc ça change beaucoup de choses parce que je pense que les profs, les jésuites, tous les gens qui sont là
Leur but, c'est que tous s'épanouisse dans nos choix professionnels. Et avec un petit nombre comme ça, c'est possible. Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le 6e épisode de la 4e saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM, produit par Louis Créative, dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école à aujourd'hui. J'espère que ce parcours vous a permis de voir comment on peut atteindre des sommets et continuer à se battre pour accomplir de grandes choses. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes dans des campus répartis aux 4 coins de la planète. Pour en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. Et si vous avez aimé ces épisodes, partagez-les autour de vous et dites-le nous en mettant des étoiles. À bientôt!